vraiment pensé à l'iPhone premier du nom. C'est-à-dire un produit ultra bien fini qui rompt complètement les codes avec ce qui se passait juste avant. On fait énormément de choses, mais on préfère tellement plus. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, j'ai testé le masque Vision Pro d'Apple. On en parle avec le youtubeur de e-Collection. Mais avant cela, l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Ce sera le permis de conduire dématérialisé, victime de son succès. Google qui ouvre un centre de recherche dédié à l'IA à Paris. Et Mark Zuckerberg qui critique sans mâcher ses mots le Vision Pro d'Apple. L'innovation de la semaine, Sora, la nouvelle IA qui génère des vidéos plus vraies que nature. C'est impressionnant. Le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on parlera de Meta qui veut limiter les sujets de discussion politique sur sa plateforme Threads pour éviter les dérapages et la désinformation. Enfin, dans la deuxième partie de cette émission, des interviews passionnantes cette semaine. Jean-Baptiste Nicolet, alias de e-Collection, je le disais, qui nous parle de ses 15 jours avec le masque d'Apple. Michel Lévy-Provençal qui signe un livre sur le métavers. Oui, le métavers, il n'est pas mort. Et puis on va parler d'IA dans le commerce avec Vincent Caltabellota. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 17 février 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Monde Numérique l'hebdo, c'est chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus. Disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les assistants vocaux. Et puis Monde Numérique, c'est aussi une newsletter que vous pouvez retrouver et vous abonner sur mondenumérique.info. Avant d'aller plus loin, un petit mot, et ce mot c'est merci. Merci à vous qui avez réagi très positivement au crowdfunding organisé à l'occasion du prochain salon Mobile World Congress de Barcelone. Donc merci aux premiers donateurs qui ont participé. Je suis très touché. Déjà que vous ayez compris la logique de cette opération. Il s'agit donc de me permettre de couvrir l'événement de Barcelone sans sponsor. Ce sera à partir du 26 février et donc la collecte se déroule via la plateforme J'aime l'info qui permet à des médias indépendants comme Monde Numérique de financer des projets éditoriaux. En gros, grâce à ces dons, je pourrais me rendre sur place et vous proposer des reportages, des interviews, audio, vidéo sur toutes les annonces dans le domaine de la mobilité. Le regard de Monde Numérique sur le Mobile World Congress de Barcelone. L'opération se poursuit. Si vous souhaitez participer, c'est très simple. Il y a le lien dans la description de cet épisode de podcast ou bien vous allez sur le site mondenumérique.info et vous cliquez sur le petit bouton rouge « Faire un don du montant de votre choix ». Je vous en remercie d'avance. L'actu de la semaine. Bonjour Lisa de Bernard pour l'actu de la semaine. Bonjour Jérôme. Alors on commence par cette news franco-française, plutôt une bonne nouvelle. Plus besoin d'avoir tout le temps sur soi son permis de conduire au format papier. Maintenant on peut le dématérialiser dans son téléphone portable grâce à l'appli France Identité. C'est possible depuis mercredi dernier. Alors c'est bien, à condition que ça marche, car visiblement ça plaît aux Français qui se sont rués par millions sur l'appli. Du coup celle-ci s'est retrouvée un peu victime de son succès. Effectivement, ce 14 février, ce sont plus de 3 millions de Français qui ont téléchargé l'application France Identité, l'application pour créer son identité numérique. 3 millions de personnes et 100 000 requêtes par seconde, c'est énorme Jérôme, tellement énorme que l'appli a fini par saturer et afficher des messages d'erreur à certains utilisateurs lors de l'importation de leur carte d'identité. C'est un petit coup dur pour l'appli qui officialisait son lancement ce même jour, après plusieurs mois de phase bêta durant lesquels seuls les conducteurs du Rhône, des Hauts-de-Seine et de l'Eure-et-Loir avaient accès à cette fonctionnalité. Les développeurs ont néanmoins réagi rapidement et ont assuré être sur le pont pour fluidifier la situation. Alors, rappelons comment ça fonctionne, cette appli dans laquelle on peut mettre ses papiers d'identité, en tout cas certains papiers. Eh bien, la première étape, a priori, c'est de télécharger cette fameuse application France Identité, puis il faut importer votre carte d'identité électronique. Attention, cela ne concerne que les nouvelles cartes, vous savez, celles au format permis de conduire. Ensuite, vous devez vous rendre sur le site Mes Points Permis pour obtenir votre relevé d'informations restreint, le RIR, dont il faut scanner le QR code depuis France Identité pour obtenir le précieux sésame, votre permis de conduire en version numérique.
Voilà, c'est une super bonne idée, mais avec quand même une facétie de l'administration qui vous demande de scanner avec votre smartphone un QR code qui est sur votre smartphone. Donc bon courage les amis. Cela dit, essayez, faites-le quand même, mais peut-être pas tout de suite, le temps que les serveurs de l'administration française puissent reprendre leur souffle. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, n'aime pas le masque Vision Pro d'Apple. Bon, le contraire aurait été étonnant. Mais il le dit dans une vidéo de 3 minutes et demie qui a fait pas mal de bruit cette semaine. En gros, il explique, Lisa, que ce masque est pas terrible, surtout comparé au Quest 3 de la marque Meta, qui lui, forcément, est beaucoup mieux. Effectivement, c'était un test en vidéo en direct de l'Apple Vision Pro par Mark Zuckerberg, sans montrer le casque pour autant, et le constat est sévère, très sévère. Dans cette vidéo, le créateur de Facebook pointe tous les défauts qu'il trouve au produit: mauvaise qualité de la réalité mixte, inconfort lors du port du casque, ou encore champ de vision trop restreint et prix bien trop élevé, tandis qu'en contrepartie, il vante bien entendu les mérites de son propre casque, le Meta Quest 3, qu'il juge d'une meilleure définition, plus adapté à la sociabilisation, au jeu, au sport, mais aussi plus léger. Alors, en tout cas, c'est quand même une forme de communication assez insolite, Oui, c'est une forme de communication étonnante. La première fois qu'on voit un PDG de multinationale prendre la parole pour démonter un produit de son concurrent. Mark Zuckerberg n'y va pas de main morte et ne se donne même pas la peine de trouver des points positifs au casque de son concurrent, si ce n'est peut-être le suivi des yeux grâce à des capteurs, quasi seul bon point qu'il accorde à l'Apple Vision Pro. Il en profite d'ailleurs pour annoncer quelques mises à jour à venir sur le prochain Quest. En même temps, il ne voulait sans doute pas laisser le terrain occupé entièrement par Apple, alors que c'est quand même Meta qui a introduit ce genre de produit sur le marché auprès du grand public. On rappelle d'ailleurs que Meta et Apple ne sont pas en meilleurs termes. Oui, en effet. Et puis, en tout cas, ce qui pourrait, malgré tout, peut-être apporter de l'eau au moulin de Mark Zuckerberg, eh bien, ce sont cette semaine, Lisa, des acheteurs du Vision Pro qui ont décidé de rapporter leurs masques en magasin. Et oui, un certain nombre de personnes qui s'étaient ruées sur les masques d'Apple dès sa sortie ont posté des messages sur les réseaux sociaux ces derniers jours pour dire qu'ils avaient changé d'avis et qu'ils avaient décidé de le rendre, parfois avec des commentaires négatifs sur la qualité qui ne leur convient pas ou des problèmes de nausée. Il faut dire qu'ils avaient 14 jours pour changer d'avis, donc ils en profitent, ce qui n'est pas forcément très bon en termes d'image pour Apple. Ouais, même si on veut penser qu'en fait, certaines personnes ont toujours eu l'idée d'essayer le masque et donc de profiter de ces 14 jours de délai pour l'acheter et puis le rendre finalement ensuite. Bon, le Vision Pro, en tout cas, on y revient tout à l'heure dans Monde Numérique, on en reparle avec le YouTuber JB de The E-Collection. On termine par une annonce majeure en matière d'intelligence artificielle. Ça se passe à Paris. Paris qui, on dirait, est en train de se transformer en laboratoire géant dédié à l'IA, puisque après Meta, après QTI, eh bien, c'est Google qui a inauguré cette semaine un tout nouveau centre de recherche et de développement en intelligence artificielle. 300 nouveaux chercheurs et ingénieurs et 300 millions d'euros de budget. Ce sont les moyens octroyés au tout nouveau hub d'intelligence artificielle de Google, le nouveau bébé du big boss de Google, Sundar Pichai, qui avait fait le déplacement pour inaugurer le lieu. Alors dans le détail, on y retrouvera des équipes de DeepMind, la branche de Google spécialisée dans l'IA, qui a travaillé notamment au développement de l'IA générative Gemini, mais aussi des développeurs qui travaillent à la création d'outils IA pour Chrome et YouTube. Mais ce n'est pas tout, Sundar Pichai veut aussi faire de ce lieu un hub ouvert aux chercheurs de tout horizon. Oui, c'est la grande tendance de ce qu'on appelle l'open science, le nouveau mot à la mode en IA. En tout cas, ce centre de recherche, c'est aussi une manière pour Google de reprendre un peu la main, de ne pas se laisser distancer par ses concurrents dans ce secteur. Effectivement, puisque d'autres se sont déjà implantés à Paris depuis belle lurette. Comme tu le disais, il y a Meta qui a choisi la capitale il y a plus de 10 ans pour déployer la plus grande antenne de son laboratoire FAIR pour Fundamental AI Research, dirigé par le français Yann Lequin. Meta, qui a par ailleurs annoncé il y a peu l'installation d'un accélérateur de start-up d'IA avec Hugging Face et l'hébergeur de cloud Scalway. Ou alors on a encore QTI, comme tu le disais également, le tout nouveau centre de recherche sur l'IA générative de Xavier Niel et Rodolphe Sadé, lancé en novembre dernier et dont l'objectif est de faire décoller l'IA en France. Voilà. Et puis on pourrait même ajouter aussi le centre public de recherche en IA à Paris-Saclay. Voilà, merci Lisa de Bernard pour cette actu de la semaine. Ça a été un peu chaotique notre enregistrement cette semaine, mais vous ne vous apercevez de rien grâce au montage. Et je t'invite, si tu le souhaites, à revenir la semaine prochaine. Mais oui, avec grand plaisir et avec moins de problèmes.
Innovation de la semaine. Cette semaine, j'aurais pu vous parler des lunettes connectées de la start-up Brilliant Labs. J'aurais pu vous parler du nouveau modèle Gemini 1.5 de Google. J'aurais pu vous parler de ChatGPT qui aura bientôt de la mémoire et qui se souviendra de ce qu'on lui apprend sur nous-mêmes. Des sujets passionnants, mais l'info qui écrase tout, elle est signée OpenAI, en fait, une fois de plus. OpenAI, maison mère de ChatGPT, c'est donc Sora, un nouveau service d'intelligence artificielle générative spécialisé dans la vidéo. Et le résultat est spectaculaire. Ça a été dévoilé jeudi soir. Alors, c'est un système comme ChatGPT ou comme DALL-E, plus précisément DALL-E qui permet de créer des images à partir de prompts, à partir de phrases en toutes lettres. Et bien là, on peut faire carrément de la vidéo. Alors, ça existait déjà un peu, mais c'était assez approximatif et visiblement, on a fait un bond de géant. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Vous pourrez voir les petites vidéos d'ores et déjà réalisées par OpenAI, des mammouths marchant dans la neige, un couple déambulant dans Tokyo. Et là, on s'aperçoit non seulement d'un fourmillement de détails, de couleurs, d'effets de lumière, de reflets incroyables. On peut même programmer des mouvements de caméra et demander que ce couple soit filmé d'en haut, par derrière, comme s'il y avait un drone. C'est plus vrai que nature. Tout cela à chaque fois créé avec simplement quelques petites instructions en langage naturel. Par exemple, Tokyo sous la neige, plusieurs personnes profitant du beau temps, faisant leurs achats, etc., etc. Ça peut créer des choses réelles ou des personnages ou des décors totalement imaginaires. C'est spectaculaire, et bien sûr, on se demande à quoi ça va servir. Ça va surtout intéresser le monde de la création audiovisuelle, de la publicité, de la communication. Donc, ça touche pas tout le monde pour l'instant, mais ça pose d'ores et déjà plein de questions. Et on s'interroge sur les conséquences de cette innovation, conséquences bonnes ou mauvaises selon l'endroit où on se place. On va pouvoir réaliser très facilement des séquences vidéo pour la pub, par exemple, ou même des fictions, beaucoup moins chères. Donc, plus de gens pourront faire ça facilement, des entreprises, des professionnels, mais ça veut dire aussi, a priori, moins de travail pour les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Je serais à leur place, je serais carrément inquiet. Sora permettra peut-être aussi de créer des contenus pour l'information, sous forme d'infographie, beaucoup plus riches qu'avant. Et là encore, effet pervers, un risque énorme en matière de désinformation. Demain, on pourra fabriquer n'importe quelle séquence représentant des scènes qui n'ont jamais eu lieu. Bon, on n'en est pas encore là. D'abord parce que Sora n'est pas disponible pour le grand public, mais seulement pour un public de spécialistes, d'universitaires, etc. Il n'a pas été ouvert commercialement par OpenAI. On garde précieusement cette invention un peu comme si c'était une bombe atomique. Et OpenAI se veut rassurant, évidemment, dans la description de cet outil, en affirmant avoir pris des précautions. Par exemple, les séquences que l'on peut créer sont pour l'instant limitées à 60 secondes seulement. Alors ça, c'est peut-être aussi pour limiter l'utilisation des ressources derrière. On imagine que ça doit faire tourner les data centers à plein régime. L'intelligence artificielle en question est aussi en train d'être entraînée pour, en principe, empêcher la génération d'images précisément de désinformation, de contenus haineux ou discriminatoires. Et des métadonnées vont même être intégrées dans les vidéos produites pour qu'on puisse reconnaître ensuite ces vidéos et savoir qu'elles ont été fabriquées par de l'IA. Ce sera conforme au standard C2PA qui est en train de s'imposer un peu dans ce milieu. Alors cela dit, le modèle a encore des faiblesses et on s'en rend compte en regardant les petites vidéos. Il se trompe, il crée des aberrations. On connaissait les mains avec 6 ou 7 doigts générés par Midjourney. Et bien là, par exemple, si vous allez regarder la petite séquence vidéo d'un chat qui réveille son maître dans son lit, vous verrez que la patte du chat est un peu bizarre puisqu'on voit 2 fois une patte gauche alors qu'il y a une patte droite qui reste sur le côté. Enfin bref, ça crée des choses assez trompeuses. N'empêche, c'est véritablement une avancée majeure dans le domaine de l'IA générative. Bon, les spécialistes vous diront « ouais, mais ça existait déjà, on pouvait déjà le faire, etc. » Oui, mais là, ça prend forme et on peut penser que Sora sera prochainement
ouvert commercialement. C'est donc une nouvelle page qui se tourne dans cette incroyable révolution de l'intelligence artificielle. Et OpenAI annonce qu'il s'agit d'une brique supplémentaire dans la construction de leur but ultime qui est la mise au point d'une IAG, une intelligence artificielle générale. Il est temps maintenant de retrouver mon camarade Bruno Guglielminetti à Montréal pour parler de toute autre chose. Le débrief transatlantique. Voilà, c'est parti pour le débrief transatlantique. Salut Bruno, comment vas-tu ? Salut Jérôme, ça va très bien. Tu me permets de te poser quand même une question. Est-ce que tu fais partie de ces millions de Français qui n'arrivent pas à enregistrer leur identité numérique? Eh bien oui, tu crois pas si bien dire. Absolument. Là, j'ai mon smartphone entre les mains, ma carte d'identité de l'autre côté, et je peux même te le montrer à l'image puisqu'on est en visio là, toi et moi. Et ben tu vois, le truc a l'air super bien fait, mais ça bute sur un problème de serveur. Donc c'est saturé malheureusement. Et oui, Ouais, on en parle. j'explique rapidement pour mes auditeurs à moi de ce côté-ci de l'Atlantique que depuis mercredi maintenant, il est possible pour les Français de faire d'enregistrer une carte numérique qui devient leur carte. Carte d'identité et permis de conduire. Exactement, ouais. Ouais, donc c'est vraiment bien. Hein. Bon. C'est la super, suite la semaine prochaine. Pour l'instant, ça marche pas. Bah oui, la suite la semaine prochaine, exactement. Bon, de quoi on parle sinon, Bruno ? J'ai l'impression qu'on va encore parler des GAFAM, des Big Tech. C'est toujours les mêmes qui font l'actu. Hein. Ouais, ben t'as pas si bien dit. Sauf que moi, j'aurais le goût de commencer avec Meta. Parce que Meta, ils ont décidé que leur service leur plateforme Threads, qui fait concurrence à X et qui fait concurrence à Blue Sky, si on peut dire qu'on fait concurrence à Blue Sky, ils ont décidé que là-dessus, mais ça, dès le départ, ils l'avaient dit, mais je pensais qu'ils allaient l'oublier, ils ont décidé qu'officiellement, tout ce qui était politique, actualité, qui pouvait engendrer des discussions corsées, ça allait pas être promu sur la plateforme. Donc, ils interdisent pas officiellement, sauf que dans les algorithmes, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait rien qui soit promu à d'autres utilisateurs qui cherchent ce type de conversation. Moi, j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Écoute, moi, je vais te faire une confidence. Depuis le début, chaque fois que j'y vais, je vois surtout des filles en petite tenue. Alors bon, c'est pas pour me déplaire, mais c'est pas exactement forcément ce à quoi j'ai envie de passer mes journées non plus. Mais Threads reste quand même une plateforme intéressante. Elle est adossée à Instagram et on sent bien que c'est pas ils veulent se démarquer effectivement de X. Si ça trouve son chemin, tant mieux. Mais je suis pas certain que ça va perdurer longtemps si on joue pas le jeu là, de aussi inclure la politique, parce que la politique, ça fait partie de la vie de tous les gens. Bah bien sûr, et puis comment distinguer ce qui est politique et ce qui ne l'est pas c'est ça aussi la difficulté. Ouais, t'as raison, ouais. Parce que c'est une chose de parler de Trump, mais on peut ne pas mentionner Trump et quand même faire de la politique dans une publication. Faudra voir. Mais de l'autre côté, je voulais faire un clin d'œil, il y a quand même Blue Sky là, qui semble commencer à décoller là, depuis que la semaine dernière, il a enlevé son guichet d'entrée. Là, ça commence à prendre un peu de galon, là. Alors Blue Sky, c'est intéressant, donc lancé par l'ancien co-créateur de Twitter, Jack Dorsey, et avec une philosophie tout à fait différente, mais même dans les entrailles en fait de cet outil, puisqu'il n'est pas conçu comme les autres, il est décentralisé, ce ne sont pas les mêmes protocoles de communication, ce ne sont pas les mêmes algorithmes de recommandation, et ça c'est très intéressant. Et d'ailleurs, puisque tu me tends la perche, eh bien écoute, moi j'ai interviewé cette semaine, mais je ne le diffuserai que dans 8 jours, quelqu'un du Conseil national du numérique, qui est une entité chez nous en France qui réfléchit un peu à toutes ces questions-là, et qui me tient un discours super intéressant sur les réseaux sociaux, en expliquant que ce qu'on reproche aujourd'hui aux réseaux sociaux, et en réalité, ça pourrait être contourné, c'est-à-dire le côté justement la polarisation, les empoignades, la haine, etc. Ça tient au fait
qu'on est toujours on nous recommande toujours plus de contenus comme ça qui entretiennent la radicalisation des points de vue. Mais l'avenir, c'est peut-être en réalité des réseaux décentralisés auxquels on se connecterait via des API, via des passerelles extérieures et en utilisant notamment les assistants conversationnels, les ChatGPT, etc. Tu me fais penser à Mastodonte dont on parle presque Exactement. jamais. Alors, mais c'est l'exemple tout à fait de absolument. Ouais. Donc c'est Jean Catan que je recevrai la semaine prochaine. Bon, on va attendre jusqu'à là. Mais tout à l'heure, quand on a commencé à se parler, tu as mentionné l'intelligence artificielle. Puis effectivement, cette semaine, tu avais raison de soulever le mot parce que j'ai vu passer OpenAI, Microsoft, Meta et Google qui levaient le drapeau en disant faites attention parce que là, il y a des États belliqueux et des groupes criminels qui utilisent l'intelligence artificielle pour leurs bénéfices. Et là, évidemment, ces gens-là, donc les grands géants, mettent un holà et essaient de défendre le système, mais il y a beaucoup d'intérêt de la part des forces du mal. Les forces du mal, bah oui, bien sûr, c'est le côté obscur de la force qui s'empare de ces outils. Mais ça, alors c'est à la fois un peu effrayant et puis pas si surprenant que ça, parce qu'on sait très bien depuis le début que ChatGPT, par exemple, c'est une machine formidable pour fabriquer du code, et on se rend bien compte qu'il y a des tentatives pour l'encadrer, l'empêcher de faire ce genre de choses, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu demandes à ChatGPT, aide-moi à écrire un virus informatique, eh bien, il va te dire non. Mais si tu lui demandes aide-moi à écrire un code qui va permettre de rentrer dans un système qui m'appartient et qui est bloqué, et etc., eh bien là, il va. Eh bien oui, évidemment, avec grand plaisir, je vais t'aider. Exactement. Et on n'arrive pas, pour l'instant, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est là où un petit peu la bête et la machine est en train d'échapper à son créateur d'une certaine manière. Ouais, pas tout à fait, parce qu'on se rend compte finalement de ce qui est fait, mais il est très difficile d'encadrer en fait ces agents conversationnels. Ah oui, quand tu lis certains rapports, je trouve ça amusant parce que il y a certains groupes qui utilisent même les ChatGPT de ce monde pour carrément corriger leur code. Ouais. Bah c'est ce qui fait le mieux, hein, ChatGPT. Corriger, retoucher. Et puis alors moi, je l'ai utilisé, ça, notamment pour faire un petit peu de code. J'adore parce qu'il est d'une politesse extrême. Tu fais un truc, tu testes, tu lui dis ça marche pas, et il me dit ah oui pardon, veuillez m'excuser. Nous allons essayer une autre méthode. Je suis vraiment désolé que ça ne fonctionne pas. Tu vois, quand je te parlais de mon Jarvis, c'est ça. Oh, mais dis-nous un petit peu pour ceux qui voulaient t'en parler. Donc en fait, c'est un ChatGPT personnalisé, quoi, que tu. Oui, c'est pas tellement compliqué. J'ai téléchargé la version de ChatGPT mobile et après, j'ai pris du temps de paramétrer pour dire qui j'étais et comment je voulais l'utiliser. Et à partir de ce moment-là, j'utilise uniquement la fonction audio. C'est en bas à droite de l'appareil. Vous allez voir, il y a un petit casque d'écoute et vous faites votre demande à partir de là plutôt que de l'écrire. Et à partir de ce moment-là, il s'adresse à vous uniquement par la parole. Évidemment, vous offrant une version transcrite de sa réponse. Mais c'est vraiment, moi, ça a changé ma façon de chercher même des trucs. Ta vie. Ah oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a des trucs que normalement j'aurais cherché sur Google et là je vais pas, puis genre des recettes, des conseils, des mesures que je dois changer en Fahrenheit en Celsius ou des trucs du genre. Alors ça, je demande directement à Jarvis et il le fait avec politesse. Mais alors tu as vu, et tu dois être content, tu as vu que ChatGPT apparemment va avoir plus de mémoire maintenant, c'est-à-dire qu'avant... Oui, tu vas choisir, hein, si tu veux qu'il se souvienne ou pas de voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ChatGPT apprend au fur et à mesure qu'on l'utilise, ce qui n'est pas le cas. C'est pas vrai. Ah non, il flash à mesure, ouais. Exactement. Il oublie totalement ce que tu lui as dit, mais ça va changer puisque effectivement OpenAI va introduire une dose il va augmenter la mémoire. On pourra lui dire, voilà, si j'ai, j'ai 3 enfants, il se souviendra que tu as 3 enfants et que. Mais t'imagines l'espace que ça va demander de plus pour les millions d'utilisateurs qui utilisent ça, là. C'est du stockage de données, ça. Ah, c'est du stockage de données, oui, mais enfin, je veux dire, le stockage de données, on est déjà à l'ère de YouTube et de tout ça, oui, bien sûr. On dit que Elon Musk serait à la recherche d'une prochaine planète pour mettre des serveurs là-dessus. Bon, c'est une rumeur. Au moins ça. Vrai, bon. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans mon carnet ?
Ben, merci de me poser la question. Cette semaine, je reviens justement sur le sujet dont on parlait, donc l'espionnage, le cyberespionnage. Je parle avec le patron de TAG Google, qui est à Montréal. C'est un des groupes là, de cybersécurité. Et il revient sur le rapport que Google a publié là il y a quelques jours sur le sujet. Je parle de Wiz, tu sais, cette fameuse application qui terrorise les parents qui ont des enfants âgés entre 13 et 21 ans, parce que de plus en plus, on voit des cas de sextorsion. Et donc, je parle avec une organisation au Canada qui a levé la main. La semaine dernière, on en parlait beaucoup en Europe. Là, maintenant, on en parle beaucoup au Canada. Alors, je veux faire le point sur la situation. Je parle avec un notaire qui s'est intéressé aux nouvelles. Faut toujours parler avec les notaires, gentiment. Oui, faut toujours en connaître un. Hein, c'est toujours pratique. Ouais, ça, c'est comme un avocat et un comptable. Mais donc, Donald Jubinville, il est notaire au Québec et il me parle de la nouvelle loi qui a été mise en place pour moderniser le système de la loi québécoise. Le problème, c'est que il y a quelqu'un qui, quand ils ont réécrit la loi, a presque biffé tout ce qui était de la réalité qu'on avait développée pendant la pandémie. Mais nous, pareil. Ben, sur la reconnaissance de la signature électronique. Mais on vit les mêmes réalités, mon cher Bruno. Fou, hein? Mais c'était pareil chez nous. Pendant la pandémie, on pouvait acheter un appartement et signer à distance. Exactement. Ça avait été autorisé et c'est redevenu impossible aujourd'hui. C'est fou. Ouais, hein? ben, alors, c'est un coup de gueule de la part de Donald Jubinville. Ben, il a bien raison. Ouais, puis et c'est ça, il me raconte des histoires là, de clients à lui et d'autres. Puis finalement, je parle d'une entreprise française, La Vitre, que tu as déjà vu au CES. Oui, absolument. Bon. Ben là, ils sont de plus en plus présents en Amérique du Nord. Et puis, je parle un peu du dernier partenariat qu'ils ont fait parce que maintenant, en plus de voir des gens, on peut voir des produits. Ouais, La Vitre, c'est un système une sorte de visioconférence présentielle. Quoi, plus, là. Plus. Moi, j'avais l'impression de les insulter en parlant de système de vidéoconférence. C'est vraiment, c'est presque, on est dans l'ordre du présentiel rendu là. Et c'est très... c'est de la téléprésence. Exactement. Quel beau mot. Ouais. Tu sais, nous, tu parles bien cette langue, je te remercie. On est fort. À nous deux, ton vocabulaire plus le mien. Écoute, franchement, je pense qu'on embrasse toutes les subtilités de la langue française. Allez, bon. Ben, parlant d'embrassage, je salue tes auditeurs et puis je te salue aussi, puis on se retrouve la semaine prochaine. Je salue tes auditeurs, Bruno. Je leur souhaite une bonne écoute de mon carnet et je te dis à la semaine prochaine. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on passe aux interviews de Monde Numérique cette semaine. On va parler de l'intelligence artificielle au service du commerce. Oui, si vous êtes commerçant, ça va vous intéresser. Et même si vous ne l'êtes pas, vous allez apprendre des choses. Mais avant cela, on va revenir sur le fameux masque Vision Pro d'Apple. Tout d'abord, on va voir l'aspect technique de ce joujou avec un jeune homme qui va tout nous dire et que vous allez peut-être reconnaître dans un instant. Et ensuite, on prendra un peu de recul sur ce sujet-là avec Michel Lévy-Provençal pour s'interroger sur la pertinence et l'utilité du masque Vision Pro et au-delà de cette révolution du virtuel qui va même jusqu'au métaverse. C'est le titre du livre de Michel Lévy-Provençal. Ces interviews vous sont proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, version intégrale disponible en épisodes séparés la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. Jean-Baptiste Nicolet, alias The E-Collection, YouTuber spécialisé notamment dans les produits Apple, mais pas seulement. Nous sommes chez toi. Merci de me recevoir chez toi. Regarde ça. Enfin, je dis regarde parce que voilà, on fait un petit coup de vidéo si ça t'ennuie pas. Nous sommes dans ton studio, plus exactement. Tu viens de me faire essayer le casque ou le masque Vision Pro d'Apple. Alors moi, j'ai mon avis sur la question, mais comme toi, tu le pratiques depuis déjà plusieurs semaines maintenant, c'est intéressant de faire un petit point, un petit bilan après plusieurs semaines d'utilisation. Quel est ton sentiment vis-à-vis de ce produit qui est vraiment pas comme les autres ? Il est vraiment pas comme les autres, mais il est surtout très prometteur. Et c'est ça que je retiens avec ce produit vraiment, c'est qu'Apple
ont l'habitude de faire souvent des produits qui sortent de l'ordinaire, mais qui n'inventent rien, parce que ça existe vraiment depuis longtemps, ce style de produit, mais ils arrivent à faire quelque chose de différent à chaque fois, et ça me fait vraiment penser à l'iPhone premier du nom. C'est-à-dire un produit ultra bien fini, qui rompt complètement les codes avec ce qui se passait juste avant, mais un produit dont on est limité sur beaucoup de points, et dont on attend beaucoup des générations futures, à la fois dans le logiciel, mais aussi dans le matériel, parce que on fait énormément de choses, mais on préfère tellement plus. C'est ça qui est génial avec ce produit. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé, toi, au cours de ces dernières semaines d'essai? C'est la facilité d'utilisation. En fait, c'est hyper intuitif. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intuitif que les yeux et les doigts pour contrôler quelque chose? On regarde avec ses yeux pour sélectionner et on valide avec son doigt. On prend la fenêtre, on la rapproche, on l'éloigne. Et je l'ai fait tester à beaucoup de personnes qui, instantanément, en 5-6 minutes, ont compris le jeu d'attraper une fenêtre, de la bouger dans l'espace. Et on n'est plus limité par des écrans physiques, mais tout se met dans le virtuel. Et ça ouvre des possibilités de se dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur fixe ou un écran externe chez soi. En plus, à son bureau, une télé sur son mur, une télé pourquoi pas dans sa chambre, son téléphone. On a ça devant nos yeux et en fait, on est illimité sur les écrans à mettre partout. Ouais. C'est vraiment le concept de l'ordinateur spatial, hein, enfin de l'informatique spatiale. C'est comme ça qu'Apple présente les choses. Qu'est-ce que tu as fait comme utilisation? Tu l'as utilisé dans toutes les circonstances? Toutes les circonstances, à la fois pour travailler, parce que j'ai travaillé dessus via mon Mac que j'ai déporté. Donc, quand on ouvre son Mac, on a directement un petit bouton qui arrive pour le connecter et on va avoir toute l'interface de son Mac qui arrive dans Vision Pro avec une énorme fenêtre. Et donc, on passe d'un MacBook Pro, par exemple, de 13 pouces à un écran de 110 pouces et on le contrôle avec le clavier et sa souris. Donc, ça, c'est vachement pratique parce qu'il n'y a aucun délai, il n'y a aucune latence, le son, c'est instantané. Ce qui est cool aussi, c'est tout. Pardon, ça, c'est peut-être l'application la plus prometteuse, non? Le côté espace de travail et ordinateur multi-écran. C'est comme si on faisait de l'AirPlay, par exemple, où en fait, on projette son écran d'ordinateur sur un écran externe, une télé, par exemple. Là, on le projette dans Vision Pro. Donc, à terme, on pourrait se dire qu'on ait 2, 3, 4 bureaux différents, qu'on puisse utiliser plusieurs applications à la fois. Là, c'est une application par une. C'est vraiment le bureau de son ordinateur qui se déporte dans Vision Pro dans un format juste géant. Ça, c'est juste trop bien. Ça marche extrêmement bien et c'est peut-être la principale utilisation qu'on va faire avec ce produit. Ça nécessite un Mac, bien entendu, assez récent, qui tourne sous macOS Sonoma, donc qui est la dernière génération. Mais quand ça marche vraiment bien. Et en même temps, ça s'appelle un ordinateur spatial. Donc c'est fait pour travailler, pas que pour se divertir. Mais comme c'est spatial, eh bien on va pouvoir aussi se divertir en regardant des films dans des environnements juste magnifiques, que ce soit des montagnes, la lune, la plage, j'en sais rien, voire même du cinéma via Disney+. Et on se transporte vraiment dans un écosystème, un environnement qui est trop beau, qui est vraiment bien fait parce qu'on a des écrans 4K qui nous donnent vraiment cette impression d'y être. On n'est pas coupé du monde parce qu'on voit quand même nos mains. Si des gens arrivent dans la scène alors qu'on est dans un environnement virtuel, on va les voir arriver. C'est ça qui est complètement nouveau et différent, par exemple, de l'Oculus, etc. Ou parce que le côté immersif, avoir l'impression d'être dans une salle de cinéma ou sur une autre planète, on l'avait déjà d'une certaine manière avec les autres casques de réalité virtuelle. Et je dis bien réalité virtuelle, mais là, on est sur une forme de réalité mixte, en fait. C'est ça, c'est un peu ce que Apple ne dit pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on utilise XR, AR, VR comme terme et comme terminologie pour ce produit. Eux, c'est ordinateur spatial, mais c'est clairement de la réalité mixte qui permet de mixer la réalité augmentée, la réalité virtuelle dans un produit qui permet via ses caméras de filmer tout ce qu'on voit, de le retranscrire devant nos yeux via des écrans et en fait de mettre en surimpression des fenêtres et de pouvoir interagir avec via des applications, via des films, via Internet, tout ce qu'on veut en fait comme on a l'habitude de faire sur son iPhone ou son iPad. Alors bon, c'est clairement une merveille de technologie, ce truc-là. Est-ce que, malgré tout, j'imagine que tu as déjà perçu des limites, des points faibles. Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait, on va dire? Beaucoup de choses, malgré tout, malgré que ce soit un produit juste bluffant. Il y a le prix, assez cher. On est près de 4 000 $ pour ce style de produit, qui n'est pas encore disponible en France. Pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis, il faut le savoir. Ensuite, il est assez lourd quand même, 650 grammes à peu près pour le casque en lui-même qui se met sur sa tête. Et la batterie qui est déportée, c'est 300 grammes à peu près. Batterie qui est limitée à 2-3 heures d'utilisation. Donc, ça fait quand même quelques petits points à améliorer. Mais ce qui est cool, c'est qu'en soi, c'est une V1, qui a beaucoup de pistes d'évolution. Et qu'Apple, ils ont l'habitude pour les V2 de faire quelque chose de génial. On l'a vu pour l'iPhone, pour l'iPad et pour l'Apple Watch, même pour les Mac. Donc je me dis que là, c'est pour ceux qui ont vraiment, de un, les moyens et qui veulent tester ça. Mais la V2, sûrement attendez la V2 parce qu'à mon avis, ça pourrait être juste génial. Ouais. Mais est-ce que vraiment, tu te dis, ça va me changer la vie au quotidien pour telle ou telle chose que je faisais précédemment d'une autre manière? Est-ce que vraiment, tu sens une utilité à ce produit aujourd'hui ou dans le futur? Je pense oui.
parce que du fait de ne plus être limité par des écrans physiques et de vraiment pouvoir les mettre où on veut, de les mettre sur son mur en taille géante, miniature, sur sa table, son clavier, et pouvoir interagir avec de façon ultra facile et intuitive, c'est trop pratique. La dernière fois, j'ai regardé un match de foot dans Vision Pro. Donc, je mettais le match de foot à la place de ma télé. À droite, j'avais mes mails. À gauche, j'avais Facebook ou Twitter. Et j'ai mon petit clavier si je veux interagir. Et puis, si j'en ai marre de voir mon chez moi, je me mets dans l'environnement totalement virtuel et je me téléporte directement dans un autre endroit. Et ce match, ensuite, je suis allé faire à manger. Donc, j'ai pris la fenêtre et je l'ai amené dans ma cuisine. Et en fait, c'est juste génial. Parce que où que tu ailles, ça peut te suivre en le tenant avec ta main parce que c'est un produit fait pour rester fixe. Mais si tu amènes la fenêtre avec toi, elle va pouvoir te suivre. Et en fait, ça ouvre des nouvelles possibilités de te dire que t'es pas dépendant d'un produit physique et que tu vas pouvoir avoir 10 produits à l'intérieur, de les amener avec toi où tu veux. Et en déplacement dans l'avion, dans le train, tu vas pouvoir te transporter et regarder des films de façon juste géniale. Même à l'étranger, je ne sais quoi. Ça amène plein de trucs trop cool qui, à mon avis, vont changer la donne. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Nicolet de e-Collection. Donc, rendez-vous dans 10 ans, camarades. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Jérôme. De la société Brightness, vous conseillez des entreprises pour leur stratégie numérique, prospectiviste également, et surtout, on vous connaît parce que vous êtes le fondateur de TEDx Paris. Vous avez importé en France les fameuses conférences TEDx. Merci d'être avec nous dans Monde Numérique depuis le sud-est asiatique où vous vous trouvez actuellement. Alors, Michel Lévy-Provençal, vous co-signez avec Morgane Soulier un livre qui s'appelle Métaverse. Alors, l'actualité en ce moment, c'est plutôt l'intelligence artificielle et puis le fameux masque Vision Pro d'Apple. Et tout ça, Metaverse, Vision Pro, vous y croyez et vous voyez même des liens entre les deux. Alors, j'y crois pour plein de raisons. D'abord parce que, anthropologiquement, je reviens sur les raisons anthropologiques, on a toujours vu la technologie se rapprocher de nos corps. Prenons un exemple. Il y a une centaine d'années, quand on voyait, par exemple, les premiers films au cinéma, dans les années 20, 1920, les écrans étaient à plusieurs dizaines de mètres de nous et il y avait une centaine ou 200 personnes dans une salle. Ensuite est arrivée la télévision, on était 5, l'écran est arrivé à quelques mètres de nous. Ensuite, l'ordinateur personnel est arrivé, on était 1 ou 2 personnes derrière cet écran, puis le mobile est arrivé, il est arrivé à quelques centimètres, on a commencé à le toucher, et puis enfin, aujourd'hui, arrivent les casques de réalité virtuelle hyper personnalisés qui créent notre propre monde et qui sont à quelques centimètres de notre œil. Ça aussi, c'est un élément, un facteur clé qui est une évolution presque anthropologique, je dirais, de l'usage des technologies qui ont tendance à se coller au corps, à venir de l'extérieur vers notre corps. Donc, que ce soit un masque aujourd'hui ou un casque, ou demain une paire de lunettes, ou après-demain une paire de lentilles, ce mouvement, on va le vivre. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on croit énormément dans cette capacité à créer de nouveaux usages avec ce type de device. Et puis, il y a d'autres aspects aussi. On vit dans une époque d'hyper-personnalisation. On vit dans une époque où d'autres technologies, notamment, vont accélérer le développement du métaverse. Et ces technologies, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, puisque on le vit là. Cette semaine, aujourd'hui même, on a vu la sortie de Sora, le nouveau modèle qui est sorti d'OpenAI qui permet de générer des vidéos à partir d'un simple prompt textuel. Ouais. La puissance de ces vidéos, le réalisme de ces vidéos est fascinant. Il y a 1 an et demi, on vivait exactement la même chose avec l'image. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec Midjourney, on a vu l'évolution de la capacité de générer des images avec ce modèle qui a évolué très vite. En 1 an, les images sont devenues hyper réalistes. Aujourd'hui, on le vit avec la vidéo. Demain, dans 1 an, 1 an et demi, peut-être 2 ans, on va vivre exactement la même chose avec les univers 3D interactifs. Et ça va alimenter aussi le métaverse. Derrière la définition du métaverse, il y a plusieurs concepts. On a beaucoup parlé du concept de l'immersion, de la réalité virtuelle. On peut aussi parler de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Mais il y a d'autres éléments qui alimentent le métaverse et qui vont être je dirais, accéléré par l'adoption d'un certain nombre de technologies. C'est le cas de la blockchain. C'est le cas de l'IA, on vient d'en parler.
Et c'est le cas, d'une certaine manière, de l'usage de la data parce que plus on avance, plus on va dans le temps, et plus on avance dans la maîtrise de ces technologies, plus on va être capable de créer des environnements et des interlocuteurs ultra personnalisés qui vont répondre parfaitement à nos attentes, ou même pas forcément répondre à ce que, sans nous surprendre, ou même construire une relation qui va générer peut-être de l'addiction, peut-être une capacité à être en relation permanente avec ces environnements ou avec ces avatars ou ces dispositifs d'interaction. Donc selon vous, il y a une logique et il y a une convergence en fait entre tout ça, métaverse, intelligence artificielle, blockchain. À la fin, si on peut dire, tout cela devrait s'harmoniser et créer ce monde qu'on imagine ou qu'on a du mal peut-être aussi à imaginer pour demain. Oui, et c'était l'objet du livre en réalité, puisque la première partie du livre retrace l'histoire du métavers depuis du métavers au sens usuel du terme, c'est-à-dire ces environnements immersifs, interactifs, virtuels ou augmentés, juste presque du début de l'humanité. Alors ça peut paraître bizarre de parler du métaverse depuis le début de l'humanité, mais finalement, quand on imagine des histoires, quand on retranscrit des histoires sur du papier, quand ensuite on en fait des films, etc., on crée des environnements virtuels, on crée un imaginaire qu'on projette. Et donc, c'est la simple continuité de ce mouvement-là. Donc, toute la première partie du livre explique cette dimension-là avec des faits historiques, avec aussi des applications qu'on a commencé à voir apparaître pour le grand public et dans le monde professionnel. Et puis, la deuxième partie du livre, c'est de nous projeter dans le futur avec une méthodologie que moi j'utilise depuis un certain nombre d'années en tant que prospectiviste, qui est le scénario planning. C'est-à-dire que, en tant que planificateur de scénario, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie un certain nombre de tendances qui peuvent impacter un marché, un secteur d'activité ou la société tout entière. Et en fonction de ces tendances, on en choisit 2, on en choisit 3, on en choisit plusieurs. Et à partir de ces tendances, on construit des scénarios. Et ces scénarios, ce sont le résultat de plusieurs tendances combinées en fonction de leur évolution dans le temps. Vous en citez 4 dans le livre. Oui. Si on devait en évoquer un ou deux, c'est quoi ces scénarios ? La première problématique qu'on traite dans le premier scénario, qui s'appelle, dont le titre est À l'infini et au-delà, est la problématique des limites. Tout ce qui touche aux limites à la fois d'ordre planétaire, limite d'accès à l'énergie, parce que je vous rappelle que ces technologies sont extrêmement gourmandes en énergie, que ce soit l'IA d'une part, mais aussi la production de ces environnements 3D, mais aussi d'une certaine manière les limites qu'on doit se donner presque cognitivement, psychologiquement par rapport à l'usage de ces mondes virtuels qui sont par essence potentiellement infinis. Donc ça, c'est le premier scénario qui est traité sur la thématique de la finitude et des limites. La deuxième thématique, et donc le deuxième scénario, est lié à l'hyper-personnalisation. Un monde où tout est rapporté à soi. Presque un monde où chacun a son propre environnement, a son propre univers, a son propre monde. Et dans un tel monde, il n'y a plus de commun. On a l'impression parfois d'y être déjà, et vous parlez d'ailleurs d'un phénomène que vous appelez l'épidémie de solitude. C'est terrible. Oui, c'est exactement dans cet univers-là, dans ce scénario-là que je parle de l'épidémie de solitude, parce que dans un monde où chacun vit dans son propre univers, qui est designé, construit, créé pour répondre à ses attentes, on est infiniment seul. Et donc, c'est un monde où il n'y a plus de commun. C'est même un monde, et on en arrive au troisième scénario, où il n'y a plus de réalité commune. C'est-à-dire qu'on ne partage plus le même réel. Et ça, c'est aussi un des risques qui pointe avec ces mondes virtuels, c'est que le réel pourrait disparaître. On vivrait ainsi dans un monde totalement, si on pousse vraiment très très loin, on peut retrouver ce que Teilhard de Chardin écrivait en décrivant la noosphère, un monde qui est
totalement virtualisé, un monde qui est totalement déconnecté du réel, du tangible, de la matière. Et c'est le troisième scénario. Et enfin, le quatrième scénario, c'est celui où, à force de maîtriser l'IA, à force de maîtriser la data, à force de maîtriser la prévision et la prescription, eh bien, on finit par tomber dans un monde où il n'y a plus du tout de hasard. Tout est déterminé. Un monde sans hasard, c'est un monde sans vie, puisque la vie, le moteur de la vie, c'est le hasard. Et donc, dans cet univers-là, dans ce monde-là, dans ce scénario-là, qui est un peu dystopique, le hasard a radicalement disparu. Merci Michel Lévy-Provençal, co-auteur avec Morgane Soulier du livre Métaverse aux éditions Grasset. Merci Jérôme. Bonjour Vincent Caltabellota. Bonjour Jérôme. Vous êtes auteur, conférencier, spécialiste de l'IA au service du commerce et de la vente. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Vendeur Augmenté, réhumaniser la vente, paru chez Duno. Et puis, on précise également que vous êtes depuis peu directeur du magazine Be a Boss. Vincent, en quoi l'IA va transformer ou a déjà commencé à transformer le commerce ? Alors, de plein de manières différentes. En fait, la vague IA, on la voit arriver dans le commerce depuis un moment, mais on ne savait pas exactement sur quoi elle allait agir. Alors, on sait que les marketeurs sont très fans d'IA, sont très fans de données, donc là, on sait que l'IA a un potentiel énorme. Sur l'acte de vente lui-même, on manquait un petit peu de visibilité, là, on commence à en avoir. Ce qui est sûr, c'est que de façon générale, le commerce s'est toujours adapté à son époque. Pourquoi ? Parce que déjà, il s'adapte aux consommateurs avant tout, il s'adapte aux produits, et si les consommateurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus infidèles ou volatiles, et qu'ils ont besoin de plus en plus de choses, voilà, très rapidement, en temps réel, oui, voire même en temps réel, que de l'autre côté, on a des produits qui technologiquement s'incrémentent, qui génèrent de la data, même n'importe quel produit. On voit que le commerce, lui, va devoir s'adapter. Et plus globalement, parce qu'on pourrait se dire, il y a des petits commerçants qui n'ont pas besoin de tout ça, qui sont, voilà, ils ont leur magasin, les gens viennent, ils achètent une paire de chaussures, il n'y a pas d'IA dans la chaussure. Voilà, en quoi un commerçant qui vend des chaussures ou une baguette de pain ou qui fait des burgers dans un restaurant aurait besoin d'IA ? Et ben, en fait, on se rend compte que cette IA, elle arrive à plein d'endroits différents dans la vente. On pourra sûrement reparler dans le détail, mais si je devais faire une synthèse, je dirais qu'on est dans un monde où on ne va pas forcément à vendre toujours plus, mais à vendre peut-être mieux. Alors pour certains, mieux, c'est plus ou plus vite peut-être, pour croître plus vite. C'est peut-être à plus grande échelle, avec des ventes physiques, des ventes en ligne, des ventes virtuelles, etc. Et donc il y a plein de choses. Et puis pour d'autres, ça va être vendre mieux, parce qu'il faut vendre plus précisément, mieux fidéliser, mieux servir le client, être plus responsable face à notre société, face aux clients. Et donc l'IA, elle vient dans ces différents domaines de la vente. C'est pas forcément l'acte de vente lui-même, c'est tout ce qui entoure les métiers de la vente, de je ne connais pas encore cette marque jusqu'à j'adore cette marque et je suis fidèle et je sais pas pourquoi j'y retourne tout le temps. Très concrètement, ça peut permettre quoi, l'IA dans les différents commerces ? On est sur quoi ? Sur plus de business, plus de croissance, moins de pénibilité ? Quels sont les avantages ? Alors, on peut, tout ce que vous avez dit est vrai. On peut l'imaginer, plus de croissance ou des croissances plus rapides, plus de services, un meilleur service, un meilleur ciblage, moins de mailing parce qu'on n'envoie qu'à ceux qui sont concernés par la fiabilité de la data. En fait, moi, je vois 4 usages très précis de l'IA dans la vente, et il y en a un 5e qui devrait émerger, peut-être pas tout de suite, dans quelques années. Le premier, c'est prédire. Je veux prédire mes ventes, j'en ai parlé tout à l'heure, je veux prédire ma production, je veux prédire les clients qui sont les plus potentiels, je veux prédire. Et on sait que la prédiction, prédire l'avenir, c'est une quête de l'homme depuis la nuit des temps. Des diseuses de bonne aventure, on a envie de s'y fier parce que ça fait du bien, en tout cas la plupart du temps. Mais l'homme a toujours voulu prédire l'avenir, prédire la météo, prédire les cours de bourse, etc. Là, on arrive, dans notre génération aujourd'hui des années 2020, à commencer à prédire l'avenir. Donc l'IA, elle sert à ça. Et si demain, un dirigeant sait ce qu'il va vendre, quand il va vendre, à qui il va vendre, combien il va vendre, ça change la finalité de l'entreprise et peut-être une entreprise qui sait peut-être meilleure, plus stable, plus fiable.
avec moins de stress. Le deuxième pan de cette IA, c'est la prise de hauteur. C'est le côté GPS. Vous ne faites pas le même trajet avec un GPS ou sans GPS, surtout dans un environnement que vous ne connaissez pas. On prend des meilleures décisions. Donc ça, prendre des meilleures décisions, c'est moins se tromper, c'est être plus pérenne et c'est peut-être aller plus vite aussi. Troisième chose, c'est la création. On voit les IA génératives, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, etc. et tous les autres, et toutes celles qui vont arriver pour générer des contrats, des conversations, des chatbots, des voicebots, etc. Donc ça, c'est la créativité. Et le dernier, c'est l'optimisation. J'en ai parlé aussi dans le cas de mon restaurant. J'optimise mes processus, j'optimise ma production, j'optimise mon service, etc. Le cinquième qui devra arriver, c'est que si demain il y a une crise, une guerre, les cours des matières premières qui augmentent, une grève, une manif, etc., l'IA, elle ne sait pas faire ça, puisqu'à un moment donné, prédire, c'est bien, mais elle se base sur des données du passé. Les données changent, elle ne va pas savoir faire. Donc, on va aller aussi vers des IA qui vont s'adapter en temps réel. Voilà les 4 à 5 cas d'usage qui émergent aujourd'hui et qui vont forcément se développer. Est-ce que vous avez des exemples montrant ce que l'IA a déjà transformé ou va transformer, que ce soit dans des grandes entreprises de commerce, de retail, comme on dit, ou bien des petits commerces, comme vous le disiez également? Un exemple très précis, c'est des choses qui émergent aujourd'hui et dont on parle beaucoup. C'est des startups pour la plupart, mais pas que, qui développent des outils d'optimisation de la production du commerçant. Alors quand je dis ça, ça veut dire quoi? Par exemple, un restaurant produit. Et quand il doit produire de la nourriture, des repas, il doit acheter et puis à la fin, il lui reste des choses et parfois il est obligé de les jeter. Tout ça, ça fait une perte de marge. Si j'arrive à prédire en fonction des événements, de la météo, des flux de population dans un quartier ou je ne sais quoi, et puis mes ventes de l'année dernière, des saisonnalités, etc., si j'arrive à mieux prévoir mes ventes, donc je suis dans de l'IA prédictive, je peux mieux acheter. Et si j'achète mieux, j'augmente ma marge déjà, et puis en plus, je fais moins de reste. Donc, je suis en plus responsable dans mon métier. Donc ça, c'est des sujets qui sont en train d'émerger avec des solutions vraiment en place et qui fonctionnent basées par de l'IA. On pourrait le faire avec de la data normale, mais là, c'est trop de data, il faut que ce soit en temps réel. Donc ça fonctionne. Après, on va avoir forcément la vague ChatGPT à générer plein de cas d'usage sur la génération de contenu, la génération de communication, l'aide à un dirigeant, qui soit commerçant ou pas d'ailleurs, à trouver des idées, à répondre à des besoins clients, à créer des argumentaires. Donc tout ça, c'est une aide, en fait, un deuxième cerveau peut-être pour le dirigeant. Bref, il y a plein de cas d'usage comme ça. J'ai parlé de prédictif, mais on a aussi la capacité d'échanger de manière automatisée avec les clients. On voit des nouvelles solutions de chatbot et voicebot qui arrivent avec de l'IA derrière et qui sont capables de passer allègrement le fameux test de Turing, celui qui fait qu'on ne sait pas si c'est une machine ou un être humain qui nous parle. Et aujourd'hui, on a même des IA qui sont en test et les gens raccrochent en disant « merci madame ». Voilà. Donc, ce qui est assez impressionnant. Très pratique, par exemple, pour prendre des rendez-vous, pour lancer une campagne promotionnelle sur des soldes, par exemple, ou sur des avant-premières ou des ventes privées. Et là, on a une IA qui, au-delà d'un message téléphonique classique laissé sur un répondeur, va pouvoir engager une conversation peut-être basique encore aujourd'hui, mais c'est que le début, donc on pourra aller bien plus loin derrière, qui pourra proposer une prise de rendez-vous, qui pourra prendre des informations sur un centre d'intérêt particulier pour pouvoir lui proposer une offre derrière. Merci beaucoup Vincent Caltabellota, auteur, conférencier, spécialiste de l'IA au service de la vente. Et on peut retrouver tous vos bons conseils dans votre livre Le Vendeur Augmenté, Réhumaniser la vente chez Duno, et puis également vous lire dans le magazine Be a Boss. Merci Vincent. Merci Jérôme. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 17 février 2024. J'espère que ça vous a plu, j'étais ravi de passer avec vous ces 50 minutes ou beaucoup plus si vous écoutez la version premium de Monde Numérique. Si ce n'est pas le cas, ne ratez pas la semaine prochaine les interviews en épisodes séparés en version intégrale. Un petit rappel, la campagne de crowdfunding pour le Mobile World Congress de Barcelone
si vous souhaitez participer afin de contribuer au financement des reportages effectués sur place par Monde Numérique en audio, en vidéo. C'est sur le site mondenumérique.info. Cliquez sur le bouton faire un don ou bien tout simplement dans le lien disponible dans la description de cet épisode. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Music également, et puis sur les assistants vocaux, même si ça vous branche. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la newsletter de Monde Numérique sur le site mondenumérique.info. Et puis parlez de ce podcast et de cette émission à vos amis autour de vous. Aidez-les à s'abonner. On fait le maximum pour vous informer, pour vous intéresser, vous proposer chaque semaine du contenu, espérons-le, de qualité. Merci pour votre fidélité. Passez une bonne semaine pleine de tech.